Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique. Nous allons continuer sur nos amplitudes et sur les états. Alors, on va parler des processus inverses. Pour voir ça, tout d'abord, je dois vous parler d'une petite notation pour les nombres complexes, qui n'est pas très difficile et qui est très fréquemment rencontrée, donc il vaut mieux la connaître. Si vous avez, donc rappelez-vous le plan complexe, les nombres, la partie réelle ici, les nombres imaginaires en vertical, un nombre complexe est un point dans ce plan, le plan de Gauss, et on appelle le conjugué du nombre, ou conjugué complexe, l'image par la droite des nombres réels. Donc, c'est l'image de ce nombre-là. Si on a un nombre A, nombre complexe A, le nombre conjugué se note A avec une petite étoile, A astérisque. Alors, bon, c'est juste à savoir. Et alors, ce qui est très utile à savoir, par contre, c'est que si je fais A astérisque, donc le nombre A conjugué fois A, eh bien, c'est égal au module de A au carré. Bon, je ne vais pas vous le démontrer ici. Ce n'est pas très difficile, mais c'est utile à savoir parce que les carrés des modules, c'est les probabilités que nous avons, comme nous l'avons dit, pour les amplitudes. Alors maintenant, parlons du processus inverse. Donc on a, par exemple, une particule qui est en A et qui se dirige vers B. Avec une certaine amplitude, nous allons noter petit a. Maintenant, on peut renverser le signe des vitesses, des impulsions. Donc, on renverse toutes les quantités de ce type. Donc, l'impulsion devient négative, on change son sens d'un vecteur. Ou ce qui revient à renverser le temps. Donc, c'est comme si on repassait le film à l'envers. À ce moment-là, la particule va faire le chemin inverse, avec une certaine amplitude B. Et on voudrait connaître le rapport entre A et B. Alors considérons la situation où la particule part de A jusqu'en B, et puis on renverse le temps, on renverse la vitesse, et elle revient en A. Dans ce cas-là, l'amplitude de cet aller-retour, c'est B fois A. Et quel est le résultat? Puisqu'on a renversé les vitesses, même s'il y a une incertitude sur la vitesse, pour arriver jusque-là, il lui a fallu une certaine vitesse, bien précise, et donc le retour est garanti. Donc, ceci correspond à un retour en A certain. C'est une certitude. Le carré vaut 1, probabilité de 100%, ça veut dire que c'est égal à 1. Alors, en toute rigueur, il pourrait y avoir une phase quelconque, c'est-à-dire que ça pourrait être n'importe quel nombre complexe dont le carré du module est égal à 1. Par exemple, le nombre i imaginaire, le carré de son module vaut 1. Mais il n'y a aucune raison d'introduire une telle phase particulière. On revient dans le même état, donc ça doit être 1. En fait, pas tout à fait. Parce que il faut au moins que la particule ait été jusqu'au B. Et pour ça, elle n'a qu'une certaine amplitude pour le faire. Donc pour faire le choix aller-retour ABA, il faut au moins passer par B. Donc la probabilité que la particule ait été en B. C'est-à-dire le module de A au carré. Et là, on voit le rapport entre le conjugué et le résultat que nous avons ici. Donc l'amplitude B, c'est A astérisque. Si on a une amplitude BA, son inverse A, B, puisque on va de A à B ou de B à A, on va toujours de droite à gauche,
avec une astérisque. C'est donc très simple, hein. Un processus inverse, une astérisque. On rencontre ça régulièrement, donc c'est vraiment utile de le savoir. Définissons maintenant la notion d'état, l'état d'une particule. Alors, qu'est-ce que l'état d'une particule? Ben, c'est la situation dans laquelle elle se trouve, la valeur de toutes les grandeurs qui la caractérisent. Si une particule est dans un état psi, la lettre grecque, on notera psi, comme ceci, une barre et une flèche. Il y a un rapport avec les amplitudes, hein, nous verrons. Et ceci n'est qu'une étiquette. Hein. C'est simplement une étiquette qui dit c'est l'état dont on parle, qui permet d'identifier. On suppose que cet état encode tout ce qu'il y a à savoir sur la particule. Pas nécessairement avec une précision absolue, rappelez-vous, on ne peut pas avoir la position, l'impulsion, toutes les deux infiniment précises. Mais le maximum qui peut être connu, qui décrit la particule. Et on peut avoir plusieurs états possibles, par exemple avec l'expérience de Young, l'état 1 pour une particule qui passe par la fente 1, l'état 2 pour une particule qui passe par la fente 2, l'état S pour une particule qui part de la source, l'état X pour une particule qui arrive sur la cible au point X. On peut aussi avoir un état de la particule d'électron qui passe par les deux fentes à la fois, puisque quand on n'observe pas, on sait qu'il se comporte comme une onde, passe par les deux fentes à la fois et interfère. On l'appelait F. Passe par les deux fentes. On peut aussi avoir un état qui correspond à une particule ayant une impulsion précise. On va noter P. Ou un état qui correspond à une position précise. On l'a déjà vu, X, un point sur la cible, par exemple. Voilà, donc on les étiquette de cette manière. On peut aussi avoir des états qui dépendent du temps. On note le temps, entre parenthèses, la variable du temps, pour indiquer que c'est l'état à un instant donné. Ces états obéissent à des contraintes que nous verrons. Voilà, c'est tout pour les états, c'est pas plus difficile que ça, c'est simplement une étiquette. Ensuite, on a deux sortes d'amplitudes, les amplitudes de processus et les amplitudes d'état. Alors je tiens à vous prévenir, cette dénomination, elle est de moi. Vous ne la trouverez pas dans les livres. Et nous allons voir en fait que ça revient en main, mais c'est utile pour faire comprendre les amplitudes et les relations avec les états. J'aime bien présenter les choses sous deux angles différents. Alors, l'amplitude de processus, c'est si on a une particule qui passe d'un état A, elle évolue et se retrouve dans un état B, l'amplitude pour que ça se produise se note simplement BA. Tout simplement. Donc, ça montre le lien avec ce qu'on a vu, parce que quand on décrivait l'expérience de Young avec des amplitudes, c'était des amplitudes de processus. L'amplitude pour que la particule aille de la source, état S, à une fente, puis au point X arrivé. Donc, c'était vraiment ces amplitudes de processus. Ensuite, on a ce que j'appelle des amplitudes d'état. On a une particule qui est dans un état A. On peut se demander quelle est l'amplitude que la particule soit aussi dans l'état B. Alors on dit, mais comment elle pourrait être dans l'état B puisqu'en fait elle est dans l'état A? Mais, en fait, c'est tout à fait possible. Ça résulte de la généralité de la représentation et du principe de la détermination. Prenons une particule qui est dans un état P d'impulsion bien précise. On sait, d'après le principe de la détermination, qu'à ce moment-là, sa position peut être quelconque.
Elle est totalement indéterminée. Et donc, il y a un sens à se demander, tiens, quelle chance, quelle amplitude j'ai de la trouver là. Et donc dans l'état X. Donc il y a un sens à se poser la question, quelle est l'amplitude que j'ai de trouver la particule en position X si elle a une impulsion P donnée. Et pour le savoir, on peut par exemple faire une mesure. J'envoie une particule depuis une source avec une impulsion P précise. Donc la particule est créée dans un état d'impulsion précise. Et sur une cible, je place un détecteur à la position X pour savoir si la particule vient toucher à cet endroit-là. Et donc je peux mesurer les probabilités, calculer les amplitudes, etc. XP. Donc cette amplitude d'état, elle correspond en somme à un processus de mesure particulier. C'est pas très différent du cas précédent en réalité. Ce sont deux façons différentes de parler de la même chose. Évidemment, une fois que j'ai mesuré sa position, son état a changé, bien entendu. Voilà, donc, nous avons fait le point ici sur les états et sur une règle encore concernant les amplitudes. Nous continuerons dans la prochaine vidéo. Merci.